Bien, bonjour. Cette capsule vous présente les différentes étapes pour déterminer les équations horaires du mouvement, c'est-à-dire les composantes x de t, y de t et z de t du vecteur position. Sachant que dans la plupart des cas, il n'y a que deux composantes à trouver puisque le mouvement s'effectue dans un plan. Alors, la première étape consiste, disons, à planter le décor. Donc on précise le système, c'est-à-dire l'objet que l'on étudie. On dit aussi dans quel référentiel on étudie ce mouvement. Alors, ce référentiel sera supposé galiléen de manière à appliquer les lois de Newton. Et puis il est de bon goût de faire un dessin de la situation initiale. Par exemple ici un objet lancé du point M0 avec un vecteur vitesse initiale V0 faisant un angle alpha avec l'horizontale. Et puis le mouvement de ce système s'effectue dans un champ de pesanteur constant, petit g. La deuxième étape consiste à préciser les conditions initiales, c'est-à-dire de trouver les composantes ou les coordonnées du vecteur vitesse initiale V0 et du vecteur position initiale OM0. Alors pour les composantes du vecteur vitesse V0, je vous conseille de revoir la capsule qui s'intitule Comment décomposer un vecteur selon deux axes. Alors pour le vecteur position initiale, c'est plus simple. On voit bien que le point M0 a pour coordonnées x égale 0, y égale h, et z égale 0, puisque le mouvement, en tout cas, va s'effectuer seulement dans le plan OXY. Alors pourquoi c'est important? Bien parce que les composantes que l'on va trouver correspondent aux constantes d'intégration qui vont apparaître quand on passera des composantes du vecteur accélération aux composantes du vecteur position. La dernière étape avant d'appliquer la loi de Newton consiste à faire le bilan des forces qui s'exercent sur le système au cours de son mouvement. Alors, quelle que soit la situation abordée dans les exercices, on se ramènera toujours à une seule force en considérant que les autres sont négligeables. Si le mouvement s'effectue dans un champ de pesanteur uniforme, alors la force qui domine sera le poids de l'objet, P égale m fois g. Et si le mouvement s'effectue dans un champ électrique uniforme, alors la force à retenir sera la force électrique, F égale Q fois E, où Q est la charge électrique portée par la particule étudiée. Ces trois étapes franchies, on peut appliquer la deuxième loi de Newton au système. Cette loi dit que le vecteur somme des forces et le vecteur accélération sont collinéaires, et c'est traduit par la relation que vous connaissez. Or, la somme vectorielle des forces se réduit à une seule force, soit le vecteur poids, soit le vecteur force électrique. Alors prenons l'exemple du vecteur poids. Dans ce cas, la seconde loi de Newton nous donne la relation mg égale ma, c'est-à-dire que le vecteur a et le vecteur g sont identiques. Or, deux vecteurs sont égaux s'ils ont même coordonnées. Alors recherchons les coordonnées du vecteur g. Selon l'axe des x, 0, parce que le vecteur g est vertical. Selon l'axe des y, moins g, parce que g est orienté vers le bas alors que l'axe des y est orienté vers le haut. Et selon l'axe des z, 0, puisque le mouvement se fait dans le plan OXY. À partir des composantes du vecteur accélération, on va déterminer les composantes du vecteur vitesse, puisque les composantes du vecteur vitesse sont les primitives de AX, AY et AZ. Les primitives vont faire apparaître des constantes, et ces constantes correspondent aux coordonnées du vecteur vitesse initial V0, comme je l'avais indiqué à l'étape 2. Et puis un peu de manière analogue, on va passer des composantes du vecteur vitesse aux composantes du vecteur position. Et ces composantes, x de t, y de t et z de t, c'est ce qu'on appelle les équations horaires du mouvement. Horaires puisque c'est en fonction du temps.